être le même qu'une femme non enceinte au premier trimestre. Par contre, il faut que les apports augmentent de façon modérée au deuxième et au troisième trimestre. Les apports lipidiques, qu'est-ce qu'on demande? On demande à ce qu'il y ait des apports lipidiques 1 à 2 fois par semaine suffit, notamment du poisson, pour favoriser l'ingestion d'acides gras à chaîne polyinsaturée. En gros, les oméga 3, donc les poissons, les huiles. Et le rapport entre ce régime avec ces apports d'acides gras polyinsaturés peuvent favoriser le développement cognitif et visuel du fœtus. En tout cas, il n'y a pas de surrisque lié à une surconsommation. Par rapport aux glucides, donc les glucides constituent 45 à 65% de l'apport calorique. Donc on considère que l'apport est suffisant à 175 mg par jour. Il y a de nombreuses modifications hormonales au cours de la grossesse, notamment un hyperinsulinisme aux 2 premiers trimestres. Cet hyperinsulinisme est là pour favoriser les réserves maternelles. Et puis au 3e trimestre, vous avez une insulinorésistance des tissus maternels qui favoriserait la croissance des fœtus. Les risques fétaux sont clairement, lorsque vous avez un diabète gestationnel, les risques fétaux, et notamment de macrosomie fœtale, sont clairement en rapport avec la glycémie postprandiale, mais aussi le risque malformatif est en rapport avec cette glycémie postprandiale chez les patientes diabétiques préexistantes. D'accord? Donc attention à cette glycémie postprandiale qu'on doit bien checker. Privilégier pour la patiente des aliments à faible indice glycémique. Les faibles indices glycémiques, ce sont les haricots, les yaourts, certains fruits. En gros, éviter les sodas, ça c'est un indice glycémique élevé. Les sodas, les pommes de terre, les pâtes. Et on peut favoriser aussi des régimes riches en fibres qui diminuent la glycémie des patientes. Donc je vous avais mis en guidelines les recommandations par rapport à la patiente. En gros, les besoins énergétiques sont un petit peu augmentés au 2e et 3e trimestre par rapport à la femme non enceinte. Et les apports, c'est juste une reprise de ce que je vous ai dit. Les apports protidiques ne changent peu au cours de la grossesse, même s'il y a un hypercatabolisme chez la femme enceinte. Il faut jamais donner un régime hyperprotidique chez une dame qui n'est pas carencée. En cas de malnutrition, on peut faire des régimes hyperprotidiques, ce qui pourrait augmenter la croissance du fœtus et diminuer le risque de retard de croissance. Donc ces régimes hyperprotidiques ne sont pas du tout évoqués dans les pays développés. Les besoins vitaminiques, une vitamine sur laquelle on est vigilant, c'est la vitamine B9, c'est l'acide folique. Il y a une carence d'apport dans 23% des patientes, et cette carence est impliquée dans les anomalies du fermeture du tube neural. Donc c'est le spina bifida, c'est la crânie. Il y a, donc vous savez, ces acides foliques sont extrêmement importants dans la fabrication de l'ADN. Donc il y a un besoin en folate augmenté au cours de grossesse. Clairement, il y a un bénéfice démontré dans une population à risque et à bas risque. Donc les populations à haut risque, ce sont les patientes qui ont un antécédent de non-fermeture du tube neural. Et dans ce cas-là, il faut privilégier 5 mg par jour. Sinon, pour toutes les patientes, lorsqu'elles ont un désir de grossesse, elles arrêtent leur pilule parce qu'elles envisagent d'être enceintes, il faut qu'elles prennent de l'acide phonique à 0,4 mg par jour jusqu'à l'écho du premier trimestre. D'accord? Donc c'est en périconceptionnel, c'est au moins 2 mois avant jusqu'à 8 semaines. Comme vous ne savez jamais combien de temps, au bout de combien de temps elle va tomber enceinte, vous lui donnez l'acide folique au moment où elle a ce projet. Et 8 semaines, vous lui donnez l'acide folique jusqu'à l'écho du premier trimestre. La vitamine D, elle est